neurocomputation, la nature a trouvé, a découvert, a sélectionné des trucs, des astuces, des simplifications. Et j'ai mis en gros le mot complexité parce que c'est très à la mode aujourd'hui, la complexité. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas la complexité, c'est de faire une théorie de la simplicité. Donc ça, c'est une provocation, on pourrait en discuter un peu plus tard. En effet, nous savons maintenant que il y a dans le cerveau des mécanismes, et c'est l'hypothèse, mais ça a été démontré, qui diminue le nombre de degrés de liberté à contrôler. Bernstein l'a proposé il y a très longtemps. Créer des référentiels mobiles, de façon à créer, pendant le mouvement, à ne pas avoir à faire l'immense computation qui est nécessaire pour aller prendre en compte tout l'espace quand ça n'est pas nécessaire, séparer les variables en translation, rotation, distance, direction, ou combinaison de ces variables en variables composites, les coupler entre elles. Ceci simplifie la neurocomputation. Je vous en donnerai un exemple. Sélectionner le canal pertinent, ne pas faire en permanence l'intégration multisensorielle, mais en fonction de la tâche, sélectionner les sens qui sont pertinents par rapport à ce qui est nécessaire pour l'action. Choisir, sélectionner, ségréguer, voilà quelques-unes des solutions qui ont été trouvées au cours de l'évolution pour faire les choses vite et pour sauter d'une branche à une autre d'un arbre, ce que fait le singe, ce que fait l'écureuil, et en faisant ça, il n'a pas le temps de faire des neurocomputations complexes, il faut qu'il ait résolu ces problèmes en quelque sorte d'avance. Alors, comme il est connu, que j'ai la réputation d'être un vestibulomaniaque, je ne peux pas faire une conférence sans parler du système vestibulaire que j'ai mentionné tout à l'heure. En effet, le système vestibulaire, c'est-à-dire l'ensemble formé par les canaux semi-circulaires de l'oreille interne et les otolithes, contribue à la mémoire des trajets et est un élément fondamental de notre orientation spatiale. Et Poincaré, encore une fois, a écrit « Les souris japonaises n'ont de l'espace qu'une perception à 2 dimensions, car elles n'ont que 2 canaux semi-circulaires ». Il avait déjà réfléchi, et vous savez que Ernst Mach s'était aussi beaucoup intéressé à ces petits organes qui sont complètement oubliés aujourd'hui par tout le monde, puisqu'on parle encore des 5 sens, et qu'on oublie l'existence de ce référentiel. Donc un petit rappel, les capteurs vestibulaires mesurent les accélérations angulaires de la tête dans 3 plans fondamentaux, qui sont le plan horizontal et 2 plans à 45 degrés par rapport à la tête. Ce n'est pas ces plans-là, c'est très curieux. Et les otolithes mesurent les accélérations linéaires de la tête dans leur plan, mais ils mesurent aussi, Einstein l'avait décrit il y a longtemps, ils mesurent non seulement les accélérations linéaires, mais ils mesurent aussi l'inclinaison de la tête par rapport à la gravité, puisque il y a, lorsque la tête s'incline, une composante de la gravité dans leur plan qui est indissociable d'une accélération. Donc on a ce système inertiel qui mesure des vitesses angulaires. Bien sûr, ce sont des filtres passe-bas, donc finalement, bien qu'ils mesurent des accélérations, ce qui est envoyé au cerveau, ce sont des signaux de vitesse angulaire ou de vitesse linéaire. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce capteur inertiel, qui représente ce référentiel fondamental pour les mouvements égocentrés, est-il utilisé par la perception, y compris la perception consciente, dans cette mémoire des trajets? Ou est-il seulement, comme l'a fait la physiologie d'une partie du XXe siècle, pour les réflexes de stabilisation, etc. Eh bien, il a été montré, dans toute une série d'expériences qui ont été faites par la communauté dans ce domaine, mais aussi que nous avons fait au laboratoire en utilisant ce robot mobile qui peut donner un sujet des rotations ou des translations, et surtout qui permet par exemple d'imposer des rotations et de demander ensuite au sujet de les reproduire de mémoire avec un joystick. Donc on peut à la fois le stimuler et en même temps mesurer la perception. Je n'ai pas le temps de montrer dans le détail, mais on a montré qu'effectivement, en imposant des rotations ou des translations, eh bien, et on demande à des sujets de les reproduire, on peut utiliser, bien sûr dans le noir, en l'absence complète de vision, le cerveau peut utiliser ces informations pour mesurer de façon précise et mémoriser, c'est important, soit les rotations, soit les translations, soit des combinaisons des deux. Et voici une petite expérience faite récemment par Isabelle Israël dans notre laboratoire avec Daniel et Nico venus d'Italie, qui a posé une question un peu amusante. On s'est dit, mais est-ce qu'au fond, avec les informations vestibulaires, peut-on résoudre le théorème de Pythagore, c'est-à-dire peut-on passer d'une perception égocentrée à une reconstruction plus complexe? On a pris un sujet dans le noir, on lui a mis sur le robot, on le fait avancer, donc une translation, une rotation à 90 degrés, une nouvelle translation, on le tourne dans la direction du point de départ,
et on lui demande, dans le noir complet, avec le joystick, avec l'impulsante, d'avancer le robot jusqu'au point de départ. Ceci exige qu'il ait fait une combinaison de translation, rotation, translation, et qu'il ait calculé l'hypoténuse. C'est pour ça qu'on a inventé ce titre un peu bizarre, un peu provocateur. Alors, le résultat est très simple. Oui, bien sûr, ce genre d'expérience doit être fait en psychophysique avec toute une série de précautions, soit entièrement dans le noir, soit les trajets dans la lumière, le retour dans le noir, soit les trajets dans le noir, le retour dans la lumière, tout ça, c'est la méthodologie. Et on découvre qu'effectivement, les sujets font très bien cette reconstruction de l'hypoténuse. Lorsqu'ils sont dans une petite pièce comme celle-ci, ils ont tendance à faire un petit undershoot, à être un petit peu hypométrique. Alors on s'est demandé, on s'est dit que, vous savez qu'il y a des données récentes de Spelke, Cheng, qui suggèrent que le cerveau a une perception globale de l'environnement, comme vous l'avez en ce moment dans cette salle. On s'est dit peut-être qu'il y a un effet de confinement, les gens ont peur de taper dans le mur. Donc Isabelle est allée à Bretigny dans un immense hangar pour vous montrer que ce genre de recherche doit éventuellement employer des moyens, des grands moyens. Elle a déplacé quelques avions et en faisant l'expérience dans un grand espace, eh bien, elle a montré qu'on arrive à une reconstruction parfaite. Donc ceci veut dire que ces informations inertielles peuvent effectivement être utilisées par le cerveau pour résoudre des problèmes de géométrie et ce transfert qui nous intéresse, sur lequel je vais revenir, d'une perception égocentrée à une perception allocentrée. Autre simplification que je vous montre rapidement, simplement pour faire des éclairages sur cette idée que le cerveau utilise des astuces pour simplifier la neurocomputation, la création d'un référentiel mobile. On a pendant longtemps pensé que la locomotion était contrôlée des pieds à la tête. Et c'est vrai pour l'enfant jusqu'à 2-3 ans. Il marche avec ses pieds comme ça. Et puis, nous avons montré avec Thierry Pozzo, il y a quelques années, en utilisant des ordinateurs couplés à des caméras rapides, que pendant la locomotion, mais aussi pendant la course, pendant le saut, même pendant le surf, si vous regardez les gens qui font du surfing, de façon intermittente, la tête est stabilisée en rotation dans l'espace. Je ne marche pas comme ça. Je marche et je cours comme ceci. La tête est stabilisée en rotation, évidemment avec des angles différents. Autrement dit, et vous regardez une gazelle en train de courir, une autruche, un oiseau, vous verrez que tous ces animaux, surtout lorsqu'ils n'ont pas de contact avec le sol, créent un référentiel inertiel stabilisé en rotation, à partir duquel est coordonné l'ensemble des centaines de degrés de liberté du corps. Cette astuce qui a consisté à utiliser la centrale inertielle, qui sont les capteurs vestibulaires, pour stabiliser la tête pendant des mouvements complexes dans lesquels il n'y a pas de référence au sol, permet de créer ce référentiel mobile à partir duquel la coordination de l'ensemble des mouvements est faite. Une espèce de renversement galiléen, en quelque sorte. On crée un référentiel fixe et à partir de ce référentiel, on peut coordonner les mouvements. Alors c'est une simplification considérable qui permet aux singes de sauter, aux surfeurs de surfer. Et si vous faites du ski sur bosse cet hiver, vous verrez que le plus simple n'est pas de faire comme ça. Le plus simple, c'est de garder la tête immobile et de lever les jambes. Ce que font les champions si vous regardez les compétitions. Alors une autre simplification importante est un autre exemple de ce genre de simplification, c'est la loi découverte par Lacquaniti, Viviani et Terziolo en 1983, qui est la loi qui lie la vitesse tangentielle d'un mouvement, de la main, par exemple, si je fais ça, un mouvement naturel, ou lorsque vous écrivez, si jamais vous prenez des notes, eh bien, si vous mesurez la relation qu'il y a entre la vitesse tangentielle le long de la trajectoire et la courbure du mouvement naturel que je fais, la courbe du mouvement naturel que je fais, vous constaterez que ces deux grandeurs sont liées par cette relation qui a été appelée la loi de la puissance entière. Et un certain nombre de mathématiciens travaillent là-dessus. Tamar Flasch, qui est à Weizmann, a proposé l'idée que cette loi est en fait dérivée elle-même d'une loi de minimum de secousse. On dit quand on produit un mouvement naturel, le cerveau impose simplement un minimum de secousse. Wolpert, en Angleterre, propose maintenant une autre forme de minimisation d'énergie. Autrement dit, et il y a d'autres théories qui sont proposées actuellement qui font appliquer la géométrie dans laquelle le cerveau coderait les mouvements. Et nous travaillons avec Daniel Benquin en ce moment et Tamar Flasch sur ces questions. L'important ici, c'est que, encore une fois, on trouve
une loi simplificatrice, et nous nous sommes posé la question de savoir si cette loi est aussi vraie pour la génération de trajectoires motrices, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la navigation. Est-ce que lorsque nous générons une trajectoire avec nos pieds, quand on se promène dans un jardin ou même quand on se promène dans l'école, et donc lorsque nous allons nous rappeler une trajectoire locomotrice, ça a l'air d'être un problème beaucoup plus compliqué, est-ce que le même genre de simplification, la même loi en quelque sorte, liant la géométrie et la cinématique est aussi vraie? Et nous avons effectivement fait les expériences ici avec les collègues de l'INSEP en mesurant les mouvements de la tête chez les sujets. On a fait déplacer les gens sur des ellipses, donc ça c'est une trajectoire de quelques mètres vue de dessus avec des ellipses d'excentricité variable. Eh bien, si on prend la trajectoire qu'ont fait la tête de ces gens et qu'on calcule la relation entre vitesse tangentielle et courbure, eh bien on obtient ça, c'est-à-dire que la même règle semble s'appliquer aussi pour la trajectoire locomotrice. Et nous travaillons en ce moment avec toute l'équipe pour essayer de montrer qu'au fond, les mêmes lois de simplification s'appliquent pour la génération d'un simple mouvement du bras et pour la génération de mouvements aussi compliqués que les trajectoires. Et évidemment, derrière tout ça, il y a l'idée que le cerveau utilise pour se représenter, je déteste ce mot, mais pour simuler en interne ces trajectoires, des grands principes généraux qu'il nous faut encore découvrir, mais qui peuvent être communs à l'ensemble de ces mouvements et de ces questions. Alors ça serait évidemment une grande simplification. Alors, conclusion de cette partie, la mémoire kinesthésique des routes utilise une ségrégation de variables, rotation, translation, et des opérateurs qui simplifient la neurocomputation. Et nous avons aussi démontré récemment, avec des patients vestibulaires, etc., qu'il semble y avoir aussi une dissociation entre le codage de la direction d'un trajet et le codage de la distance. Lorsque vous vous souvenez de votre trajet depuis l'entrée de l'école jusqu'ici, nous avons des suggestions, pas encore des preuves, du fait qu'il y a des systèmes différents qui codent la distance que vous avez parcourue et la direction. On peut voir ça avec des patients ayant des lésions vestibulaires pour lesquels on peut montrer qu'ils ont des orientations en direction, mais qu'ils continuent à faire, par exemple, un trajet correctement en distance. Et je vous montrerai tout à l'heure les bases neurales de ces mécanismes. Alors, revenons au problème d'origine, essayons, avec ces concepts, en quelque sorte, généraux, l'idée que ce problème est très compliqué, la mémoire des routes, mais il y a peut-être des grands principes simplificatrices qui, vous l'avez remarqué peut-être, correspondent aussi au concept de la géométrie, euclidienne en tout cas, rotation, translation, distance, direction, etc. Est-ce qu'on peut aller regarder un peu la physiologie de tout cela? Eh bien, oui, quelques éclairages. Une question, c'est donc de revenir avec peut-être des expériences un petit peu plus simples sur cette différence entre les structures impliquées dans la mémoire des routes égocentrées et la mémoire des cartes ou de ce qui se passe à l'extérieur du monde allocentré. Alors voilà le résultat d'une première étude que nous avions faite avec nos amis neuropsychologues de Rome, qui sont les spécialistes de la négligence spatiale, et cette manip a été faite en IRM fonctionnel à Orsay dans l'équipe de Denis Le Bihan. Et la question là, je ne vous détaille pas le paradigme, c'est un paradigme de repérage du plan médian du corps. Le sujet devait, voyez une ligne qui était dessinée sur le tableau, qui était transectée par une petite ligne verticale, et on demandait au sujet, soit en lui montrant le même genre de ligne, est-ce que la petite ligne verticale est à gauche ou à droite de votre corps, comme si je vous demandais de le faire, c'est-à-dire c'était une tâche de repérage de position dans l'espace par rapport au corps, égocentré, comme vous faites si je vous demande où est le milieu de cet écran. Et puis la deuxième tâche, c'était est-ce que la petite ligne verticale est au milieu d'une grande ligne verticale? C'était une tâche allocentrée. Si je vous pose la question ici, vous n'avez pas nécessairement à repérer la position de mon doigt par rapport à cet objet. Vous pouvez faire ça out there in the world de façon allocentrique. Et effectivement, ces deux types de repérage spatial ont révélé une dissociation entre, encore une fois, un réseau pariétofrontal, et rappelez-vous la diapo que j'ai montrée tout à l'heure sur la différence entre les hommes et les femmes, c'est les mêmes structures, pariétocentral principalement à droite, qui correspond d'ailleurs exactement aux aires qui sont lésées chez les patients présentant ce symptôme neurologique de la négligence spatiale. C'est les gens qui ne dessinent que la moitié
droite du monde, qui ne mangent que la moitié des fraises dans leur assiette, qui éventuellement ne s'habillent que de la moitié du corps. Et la tâche allocentrée active, en plus de ce réseau, activer un réseau temporal.